Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver pour un nouveau Togo Forum. On va parler de la CEDEAO, fait le bilan de la facilitation au Togo dans sa mission de médiation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a-t-elle aidé le Togo à désamorcer sa vieille crise sociopolitique ou a-t-elle plutôt contribué à l'enlisement? C'est la patate chaude que nous allons lancer à nos invités qui sont 3 cette semaine. Je vous les présente tout de suite. Le révérend Père Pierre-Marie Chanel Afognon est avec nous. Mon père, bonjour. Bonjour et bon dimanche. Bonne fête de l'Épiphanie. Merci d'être avec nous, avec votre nouvelle édition. Vous êtes du mouvement Espérance pour le Togo, Force Vive Espérance pour le Togo. Tout à fait, je suis l'un des porte-parole. Une organisation de la société civile. Oui, un mouvement citoyen. Donc, pleinement une organisation de la société civile. Qui veut contribuer donc au dénouement de cette crise sociopolitique. Tout à fait, et aussi permettre aux citoyens d'assumer pleinement leurs responsabilités en faisant leur part pour un Togo nouveau, prospère pour nous tous. Merci. Et juste à ma gauche, Salif Tourabi Kamalo. Monsieur Kamalo, bonjour. Bonjour, cher frère. Merci de vous avoir de nous. Vous êtes consultant en gestion des conflits et en politique électorale. Vous êtes le directeur général, en même temps président du conseil d'administration de l'Institut panafricain d'assistance électorale, IPAE. Oui. Vous avez eu à observer les élections législatives du 20 décembre au Togo. Tout à fait. Et vous avez constaté que ces élections se sont déroulées de façon Régulière. démocratique, libre et régulière. Tout à fait. Et notre troisième invité, Jerry Komandega Tama. Bonjour. Bonjour. Faut-il dire honorable tout de suite ou... Non, du tout. Épargnez-moi. Pour les 5 années, épargnez-moi du titre d'honorable. Je suis sûr que Jerry Tama, ça me va largement. Président du nouvel engagement togolais, parti politique, parti d'opposition, ou en tout cas déclaré parti d'opposition. Centriste, où nous assumons notre rôle de parti centriste, bien sûr. Et fraîchement élu député dans l'Est Mono. Pourquoi vous avez choisi d'ailleurs l'Est Mono alors que vous êtes originaire plutôt de Doufelcourt? Non, écoutez, mais mon origine est multiple, comme d'ailleurs ce pays est d'origine multiple. J'ai une origine de la région la Kara, de la préfecture de la Kosa, de Doufelcourt et d'Est Mono. J'ai ma maison, j'ai mes terrains où je pratique beaucoup d'activités agricoles. Donc, vous voyez, je suis originaire aussi de Lomé, d'Agoye. Je m'identifie même d'ailleurs plus d'Agoye que d'autres choses, parce que j'y passe la majeure partie de mon temps. Donc, aujourd'hui, vous savez, notre pays aujourd'hui s'affranchit de ces questions d'origine, parce qu'en réalité, vous avez des gens qui n'ont d'origine en réalité que la consonance de leur nom. Parce que je suis originaire de là où je vis. Et à la limite, je suis plus originaire d'Agoye. Mais politiquement, les clivages sont encore importants quand on parle de non, du tout. Les derniers résultats même des élections législatives le prouvent, il y a une césure entre le Nord et le Sud. Non, du tout. Quand vous regardez, aujourd'hui, à la limite, l'endroit qui est un vrai melting pot, c'est la région centrale, ou la région plutôt des plateaux, où vous avez même des préfectures, où ce qu'on appelle affectueusement les allogènes sont même plus nombreux que les populations autochtones. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est extrêmement difficile de faire la part des choses, en dehors des consonances des noms, de faire la part des choses entre l'appartenance. Moi, vous prenez même une préfecture comme la préfecture des Lacs, où on aurait pu imaginer qu'on a beaucoup plus de personnes originaires des Guins authentiques. Vous allez dans les lacs, vous trouvez des Naouda, des Kabiers, des Bassards, qui sont installés depuis des générations et qui s'identifient même beaucoup plus à ces localités-là qu'à des localités où ils sont supposés être originaires, où ils n'ont même pas une seule case pour aller s'y retrouver en cas de problème ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes un pays de nomades, et le nomadisme n'est pas uniquement de l'extérieur vers l'intérieur, mais à l'intérieur, les peuples se brassent et c'est peut-être même une chance pour ce pays. En tout cas, merci et félicitations pour votre élection. Alors, pour revenir à notre sujet, nous parlons du bilan de la facilitation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise togolaise. On s'en souvient, c'est vers octobre-novembre 2017, un mois à peu près après les premiers soubresauts du 19 août que la CEDEAO s'est invitée de façon informelle d'abord dans la crise sociopolitique au Togo à travers le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Première question, est-ce que c'était important que la CEDEAO se mêle là
pour faire bien l'accord grammatical. Est-ce que c'était nécessaire que la CEDEAO se mêle à cette crise-là? Jeritama, vous n'étiez pas très chaud, vous ne voyez dès le début pas de raison particulière pour que la crise togolaise soit confiée. Autre cas nationaux. Oui, bien sûr. Non, j'ai toujours trouvé que nous avions quand même des ressources dans notre pays pour pouvoir discuter de problèmes qui sont togolais. Nous avons des sages, nous avons même l'église, toutes les églises, l'église catholique, tous les religieux qui sont quand même des personnes ressources qui peuvent assister et qui l'ont fait d'ailleurs par le passé. Et les acteurs politiques, quand ils peinent à trouver des solutions, nous avons des sages, nous avons des personnes ressources dans ce pays qui peuvent faire asseoir les acteurs politiques. Et à l'époque, déjà, nous disions que c'était à notre sens une erreur que de convier d'avoir des chefs d'État qui en règle générale souvent ont d'autres problèmes à faire dans leur pays, qui peuvent aussi avoir des agendas de compétition. Il faut avoir le courage de le dire. C'est-à-dire que quand il y a un problème au Togo, n'imaginez pas que les pays limitrophes ne se frottent pas les mains, parce que nous sommes aujourd'hui dans une compétition économique. Et donc à l'époque, nous trouvions que on aurait en réalité eu besoin de faire recours à la CEDEAO que si toutes les tentatives de médiation locale échouaient, ce qui n'était pas le cas. A-t-on eu recours à la CEDEAO? Maintenant, il me semble qu'elle s'est présentée derrière. Après, maintenant, c'est que quand les principaux protagonistes reconnaissent l'utilité du recours de la CEDEAO, la messe est dite. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait pu la récuser du moment où les principaux protagonistes ont reconnu l'intervention de la CEDEAO, sachant quand même qu'elle agit, une fois qu'elle a commencé à agir de façon officielle, comme une instance supranationale. Donc à partir de là, c'est que nous avons monnayé une partie de notre souveraineté, une partie de notre capacité à agir à la CEDEAO, et à partir de là, c'est que nous avons perdu une partie de notre marge de manœuvre pour régler le problème. Et voilà, c'est à partir de là où le verre est rentré dans le fruit, et là, il a fait son travail. Bon, maintenant, est-ce que la messe est même dite? Est-ce qu'il y a eu messe? Père Affelon, est-ce que la CEDEAO a eu raison de concélébrer cette messe? Bon, d'abord, je salue à nouveau nos auditeurs et puis mes frères togolais avec qui nous allons partager. Je voudrais tout de suite dire aussi que par respect au sacré, on ne va pas utiliser certains concepts, concélébration, messe, tout ça, pour un débat en lien avec la vie politique. Je pense que le sacré mérite respect. Je ne dis pas que le politique n'a pas une dimension sacrale, mais moi je ne parlerai pas de messe, de la CEDEAO et tout ça. Je dirais simplement que quand il y a eu une crise, et que les acteurs sont arrivés à un degré de méfiance où la confiance semble être totalement brisée, on peut effectivement faire appel à qui peut aider à s'en sortir. Moi, je ne suis pas politique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre nos acteurs politiques togolais pour que ce soit la CEDEAO qui soit finalement en train de résoudre cette crise. Mais je dis c'est dommage. Les évêques ont eu à le dire dans leur dernier message. Notre pays, c'est un pays atypique. L'expression vient des évêques. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que nos acteurs politiques, parce qu'ils ont soit pris goût au pouvoir, ou parce qu'ils veulent à tout prix arriver au pouvoir, oublient carrément le peuple et se lancent dans des jeux avec beaucoup de non-dits. Et je pense que l'arrivée de la CEDEAO et la façon dont la CEDEAO a fait une forme d'arbitrage avec la feuille de route, où nous, au niveau de la société civile, nous sommes une de ces organisations qui avait eu à dire que les éléments positifs de la feuille de route, il faut tout faire pour que cela puisse devenir une réalité. Mais après le 20 décembre, nous pouvons dire qu'en réalité, cette institution sous-régionale n'a pas réussi à mettre en application sa propre feuille de route. Et du coup, je me suis dit, est-ce que l'arrivée de la CEDEAO pour la seconde fois après 2005 a apporté une solution à nos problèmes? Je ne le crois pas, mais j'aimerais comprendre. Je n'ai pas la clé pour entrer dans l'intelligence de ce qui s'est passé. Bon, on arrive là. Ouais. Mais est-ce que la CEDEAO n'est pas venue parce que sur le plan interne, il y a beaucoup de faiblesses pour amorcer
ces formes de facilitation. Vous ne vous êtes pas prononcé, par exemple, l'Église catholique est une force ailleurs, comme en République démocratique du Congo, par exemple, où vous aviez pris les taureaux par les cornes. Je crois qu'il faut tenir compte de certains éléments géostratégiques et politiques. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que le Congo n'est pas le Togo et que cette sous-région de l'Afrique n'est pas nécessairement non plus notre sous-région. Mais cela dit, l'Église a essayé. Je ne vais pas étaler ici tout ce qu'il y a eu comme couloir, comme médiation. Le peuple togolais criait. L'Église ne fait rien. L'Église a pris parti pour le pouvoir. L'Église fait silence. Mais c'est pas vrai. L'Église a tellement travaillé et les amis auditeurs, auditrices qui m'écoutent et surtout les hommes politiques de ce pays, s'ils sont honnêtes, vous devez les inviter ici pour qu'ils puissent nous dire depuis des années ce que l'Église a eu à faire, ce que la hiérarchie a eu à faire. Mais il n'y a pas plus sourd, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous savez, même votre papa, si il vous dit quelque chose, il met toute son énergie et que vous, comme fils, vous ne voulez pas écouter, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut une bonne volonté pour pouvoir écouter les hommes d'église qui ont essayé quand même la facilitation. J'ai l'impression que nos hommes politiques ne recherchent pas le bien d'abord de ce peuple. Et ce qui fait qu'ils sont dans une surdité, soit simplement pour se maintenir au pouvoir, soit pour arriver à tout prix au pouvoir. Et le peuple, dans sa misère, est abandonné. Salif Tourabi Koubalo, en tant que consultant en gestion de conflit, dites-nous ce que la CEDEAO a fait au Togo, ça ressemble à quoi? Parce que ça n'a pas été un dialogue... c'était plutôt asymétrique, il n'y a jamais eu de consultation bilatérale, on écoute un peu les uns les autres, on reparle, on pond un communiqué. C'est quelle forme de facilitation? Expliquez-nous pourquoi ça s'est passé comme ça. D'abord, je tiens à saluer le peuple togolais et les présenter également et les vœux du Nouvel An parce que nous venons d'entamer une première émission qui s'ouvre ses portes à l'orée du mois de janvier 2019. Et nous présentons vraiment nos vœux de stabilité et de santé à toute la communauté togolaise, ici au Togo comme à l'étranger. Aujourd'hui, nous menons des analyses politiques qui peuvent donner l'éclairage à nos communautés, à nos peuples également, qui s'intéressent de la vie politique de notre pays. C'est notre responsabilité de faire des analyses objectives qui peuvent permettre à tout un chacun de tirer également de ce que nous disposons comme en matière d'analyse. Et pour tout ce que la CEDEAO a fait pour le Togo, moi je remercie l'initiative sous-régionale. Parce qu'à un moment donné de la vie politique togolaise, les acteurs politiques ne sont pas donnés confiance entre eux pour dire qu'au sein de la maison togolaise, entre nous, nous pouvons disposer de ceux qui peuvent avoir la générosité et la capacitation de dire avec exactitude les faits politiques et trancher lorsqu'une crise est posée. Donc il faut reconnaître qu'au moment où le Togo traversait cette crise, c'est son Excellence le président Faure Sosnanya-Simbe qui était le président en exercice de la CEDEAO. Et quand vous vous référez au texte de la CEDEAO également dans ses fonctions, il est quand même dit que quand un pays membre est en difficulté, la CEDEAO peut apporter également son concours. Et le concours de la CEDEAO, comme vous venez de le dire, qu'il n'y a pas eu peut-être un débat ouvert ou un dialogue a été ouvert dans une salle, ce n'était pas un forum, mais c'était des médiations, des consultations, des échanges pour voir dans quelle synergie, que ce soit de l'opposition comme de la mouvance, on pouvait quand même essayer de concevoir des conceptions politiques pour rapprocher les deux parties afin de trouver une solution de sortie des crises. Alors la CEDEAO a beaucoup multiplié les rencontres entre les acteurs togolais. Ils en ont fait des assises même ici à Lomé et c'est à partir de Lomé ici que la feuille de route de la CEDEAO a été accouchée et je pense également que tous les acteurs qui étaient également conviés à tous ces débats politiques ont quand même apprécié cette feuille de route et donc en ce moment nous ne pouvons pas rejeter du revers de la main que la CEDEAO n'a pas contribué. Si aujourd'hui l'institution sous-régionale à laquelle le Togo appartient ne s'impliquait pas également,
nous ne sommes pas sûrs qu'à l'heure où nous en sommes aujourd'hui, nous devons en trouver une solution. Et moi, je dirais que tout ce qui s'est passé, c'est à nous les Togolais, aux acteurs politiques togolais, de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, par le présent dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour construire le Togo de demain, parce que la constitution de ce pays nous interpelle tous. Donc je pense que la CEDEAO, il faut avoir une bonne volonté pour quand même apprécier tant soit peu les initiatives apportées par la CEDEAO. Sinon, je pourrais tout simplement vous dire que dans une démarche de médiation ou de facilitation, les deux parties ne peuvent pas s'attendre à avoir à 100% de leurs revendications. Nous sommes dans une négociation. Certes, tout ce que vous réclamez à ton prochain et ce que le prochain te réclame aussi, faisons en sorte que vous ayez le courage de faire des concessions pour que tout le monde puisse donner. Mais est-ce que les facilitateurs n'ont pas obligation à faire converger les deux parties à un point d'entente minimum? Parce que ce à quoi on est arrivé finalement, il y a eu des désaccord total entre les deux parties. Non, je ne pense pas qu'il y a eu un désaccord. Il faut comprendre la sincérité de l'homme politique dans cette crise. Est-ce qu'au départ de toute cette médiation de la CEDEAO, est-ce que c'est au départ de cette négociation qu'il y a eu des points de désaccord? Ils étaient tous d'accord sur certains points. Et également, lorsque la feuille de route a été quand même posée sur la table de la négociation, que ce soit à Accra ou à Conakry, tous les acteurs politiques étaient d'accord de la mise sur pied de cette feuille de route de la CEDEAO. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est ça le problématique qui est posé dans la crise du Togo. C'est que les gens pensaient qu'en allant à la médiation, du coup, tout ce que je réclame au régime, je peux l'obtenir, ou le régime, d'une manière ou d'une autre, toutes ces préoccupations peuvent être prises en compte. Et dans une méthodologie de médiation, vous ne pouvez pas tout obtenir. Donc, vous devez obtenir ce que vous devez obtenir et mettre ça en poche. Et à l'avenir également, s'il y a d'autres revendications qui s'imposent, pour qu'il y ait quand même une certaine amélioration de la condition de vie dans la marche politique du pays, on peut avancer dans ce sens. Voilà. Le problème même, est-ce que ce n'est pas cette fameuse feuille de route? En tant que politique, vous l'avez lu, pourquoi le langage est si alambiqué, chacun l'interprète comme il veut, comme si le discours n'était pas clair? Non, la difficulté d'abord de la médiation de la CEDEAO, c'est que de part et d'autre, les gens, que ce soit au niveau de la C14, on s'attendait à ce que la C14 vienne prendre le pouvoir, remettre à la la C14 attendait que les CEDEAO viennent prendre le pouvoir et remettre à la C14, ce qui n'est pas possible, ce qui ne fait pas partie d'ailleurs des prérogatives de la CEDEAO. Et de l'autre côté, il faut aussi reconnaître que le pouvoir, maîtrisant bien les rouages de la CEDEAO, maîtrisant bien, ayant tout un tas de conseillers, il faut, parce que parfois nous allons pour aller cultiver 10 hectares avec une hache, c'est pas possible. Parce qu'en face, on a des gens qui ont des conseillers, des gens qui ont un lobby international intense, des gens qui sont, il faut aussi le reconnaître. Nous avions à l'époque de la médiation de la CEDEAO, M. Faure Gnassingbé, qui était le président en exercice de la CEDEAO. Ça veut dire qu'on reconnaissait quelque part sa légitimité, parce que s'il n'était pas légitime aux yeux des pairs de la CEDEAO, il ne serait pas président en exercice de la CEDEAO. Donc on ne pouvait pas espérer un seul instant que les autres présidents viendront dire. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'au mois de septembre, octobre, on parlait de quoi? On parlait tout simplement de la démission du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il faut aussi historiquement revenir à quels sont les éléments. Au départ, on est parti du retour inconditionnel de la C92, et à partir du 7 septembre, on a dit qu'on exigeait tout simplement la condition de négociation de départ de M. Faure Gnassingbé. Est-ce que vous imaginez un chef d'État qui a donné quitus à M. Faure Gnassingbé, donc il lui dit, vous êtes le président de la CEDEAO, des 15 États de la CEDEAO, venez dire à M. Faure Gnassingbé, écoutez, non, il faut que vous quittez le pouvoir. Donc la première question, c'est que qu'est-ce qu'on attendait de la CEDEAO? La CEDEAO a un mécanisme d'intervention, a besoin d'abord de rétablir la paix dans le pays. C'est d'abord le premier élément. Le premier élément, parce que nous sommes dans une sous-région, aujourd'hui vous avez donc un spécialiste de gestion des conflits, nous sommes dans une sous-région qui est stable,
où il suffit d'une étincelle que ça s'embrase. Donc le premier élément, et si vous regardez, vous lisez entre les lignes, vous allez vous rendre compte que depuis que la CEDEAO est arrivée, depuis le 1er janvier jusqu'à peut-être les manifestations d'octobre-novembre, il n'y a plus de manifestations dans le pays. Parce que le premier objectif de la CEDEAO, et on l'a mis dans la feuille de route, c'est l'arrêt des manifestations pour le retour du calme dans le pays. Après maintenant, c'est ce que je dis, qu'est-ce qu'on attendait? Parce qu'on s'est rendu compte que chacun attendait une chose différente. On attendait d'un côté que la CEDEAO vienne faire la police en disant, ben c'est bon, monsieur Ferronier, vous allez, et la CEDEAO prend le pouvoir. Ça ne fait pas partie des prérogatives de la CEDEAO. Et en face, le pouvoir a utilisé de toutes les stratagèmes à sa disposition pour aujourd'hui avoir une situation où sa position est plus confortable que jamais. Et on se retrouve dans une position où on a l'impression même que tous les acteurs, tous les chefs d'État qui, au départ, parce que je suis un acteur politique, je sais ce qui se passe en partie dans les couloirs, les bonnes intentions que les présidents, que ce soit Alpha Condé ou Nana Akufo, avaient pour l'ensemble des acteurs politiques, surtout de l'opposition togolaise, ont volé en éclats. Et c'est assez regrettable de se rendre compte que, avec l'issue qu'on a eue depuis le 20 septembre, il n'y a pas un seul facilitateur, il n'y a pas un seul médiateur. Même on n'a même plus vu le président et le ministre Brou qui intervenait et qui a cessé d'intervenir dans la crise togolaise. On a vu juste pour Comment vous l'expliquez, vous? Mais oui, c'est ce que je dis, c'est que on avait beaucoup plus besoin de leur voix pour arbitrer, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Interpréter cette feuille de route. À partir du moment où les ambitions des uns et des autres étaient différentes, le mécanisme de la CEDEAO ne consiste pas à arracher le pouvoir quelque part et à le fournir à d'autres personnes. Vous savez, en début de la crise, il était clairement dit que ce n'est pas les élections qui régleraient le problème togolais. C'est ce que la C14 dirait. Or, la CEDEAO, dans son mécanisme, c'est la dévolution du pouvoir par des méthodes pacifiques qui sont les élections. Donc, à partir de là, c'est qu'on était sur deux positions différentes. Si vous considérez que vous, aujourd'hui, et on l'a dit en début, puisque vous savez, nous, on a participé aux manifestations jusqu'au 5 octobre. Si on dit que les élections ne servent pas à régler le problème togolais et que la CEDEAO considère que ce n'est pas les élections qui règlent le problème togolais, vous partez sur deux choses, deux logiques complètement opposées. Et ensuite, vous vous retrouvez, quand vous prenez la feuille de route, nous, il y a des éléments qu'on a contestés sur la feuille de route. Le premier élément, c'est que au même moment où on vous dit les élections législatives, on vous donne une date pour les élections législatives, vous n'avez aucune date indicative pour les réformes constitutionnelles. Et ça, à l'époque, nous avons dit oui, il y a un flou. Parce que aujourd'hui, les gens en face ont beau jeu de vous dire, écoutez, sur les recommandations de la CEDEAO, parce que après, c'est le comité de suivi qui a dit qu'il serait bien qu'on fasse les réformes constitutionnelles au plus tard le 30 décembre. Le 30 novembre plutôt. Mais sur la feuille de route de la CEDEAO, la seule date indicative que vous avez, c'est le 20 décembre. Et à partir de là, quand vous regardez tout le cheminement, le parti au pouvoir n'a fait que quoi que vous voyez entre les insuffisances de la feuille de route pour se retrouver dans une situation telle qu'au lendemain du 20 septembre, la fête de la CEDEAO. Les insuffisances, ou bien c'était fait à dessein? Je pense que, à mon sens, je pense que c'est des insuffisances de cette feuille de route. Vous avez salué cette feuille de route pendant longtemps. Est-ce que vous l'avez bien comprise? Vous savez, nous sommes de la société civile. C'est-à-dire tout ce que les acteurs politiques sont capables de faire pour que le Togolais puisse mieux se soigner, mieux se vêtir, mieux vivre, nous devons l'encourager. Voilà pourquoi nous nous sommes donné la peine à la sortie de cette feuille de route de dire c'est un kairos, c'est un temps favorable. On ne va pas attendre avoir les 100% avant de jauger comme citoyen ce qui est bien. Et nous avons fait une lecture et nous avons fait remarquer que la date du 20 qui est là, mais il n'y a pas un calendrier d'exécution des réformes, c'est problématique. Mais on ne va pas à cause de ça, et nous, comme société civile, nous positionner comme des gens qui sont incapables de voir ce qui est positif. Et nous avons cherché à fédérer nos énergies pour réaliser ce qu'on appelle la veille citoyenne. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une façon mafieuse de la CEDEAO de fonctionner avec la société civile togolaise. Non, je ne parle pas des personnes. Et il faut que ça soit très clair. Vous parlez de la méthode. Je parle de la méthode.
Et là, il faut nommer la méthode. Parce que nous étions une organisation de la société civile qui avait eu à rencontrer très tôt le représentant résident de la CEDEAO. Je ne vais pas dévoiler ici ce qu'il nous a dit en privé. Nous avons rencontré à l'hôtel du 2 février, en tant que société civile, le comité de suivi à sa tête avec le général Béhanzin. À un autre moment, si on le désire, on va reprendre ce qui a été dit. Le document que Vous avez même rencontré le président Nana Akufo-Addo à la dernière minute. Non, attendez que je puisse rester dans ma logique. Nous avons eu à rencontrer le comité de suivi, nous avons été rassurés. Et le document que nous avons présenté, avec en annexe les rapports de l'Union européenne, des 2 dernières élections législatives et 2 dernières élections présidentielles, mais il nous a été dit des choses. Et nous ne sommes pas allés croiser les bras. Au cours du processus, nous avons eu à interpeller la CEDEAO sans arrêt. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le spécialiste en droit constitutionnel. Nous avons rencontré les 2 experts qu'on nous avait présentés comme experts électoraux. Et nous avons eu à discuter avec eux. Et nous avons encore en mémoire tout ce qui a été dit. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Voilà pourquoi je parle d'attitude mafieuse. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à avoir les éléments pour comprendre une situation. Mais la situation est là. Il faudrait que des acteurs politiques viennent à votre antenne pour expliquer au peuple togolais qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, je crois fondamentalement que ce que M. Djeritama est en train de dire, le souci de la paix dans le pays, soyons-en sûrs. On a aujourd'hui une paix. Mais c'est une paix qui est entourée vraiment d'un déploiement vraiment intense de l'armée. Est-ce qu'on peut vraiment parler de paix quand c'est comme ça? Et aujourd'hui, on peut se dire, et c'est notre souhait, nous ne pouvons jamais souhaiter la violence dans notre pays. Je suis prête. Mon souhait le plus absolu, c'est la paix. Mais une paix durable. Parce que ce qui a été demandé, comme disait Djeritama, je respecte parce qu'ils sont politiques, c'est eux qui savent ce qu'ils se sont dit, mais ce que nous avons lu dans la feuille de route, c'est qu'il fallait faire des réformes. Et nous nous sommes dit, ça c'est positif pour le peuple. Avec les réformes, le peuple est assez mûr pour décider par lui-même par rapport à telle ou telle autre personne à positionner au niveau de la gestion politique du pays. Et en partant de là, ce que nous devions viser, ce n'est pas simplement la paix imposée de façon militaire, mais c'est plutôt la paix qui est bâtie sur la vérité des jeunes. Et tant qu'on oublie le paramètre de la vérité des jeunes, on va avoir une paix aujourd'hui, mais tout peut encore ressurgir demain ou après-demain. Allons vers une paix durable pour notre nation. On va creuser cet aspect du problème. Oui. Mais je parlais tantôt de cette ultime rencontre que vous avez eue avec le facilitateur Akufo-Addo. Franchement, révérend Père, qu'est-ce qu'il vous a dit ce samedi-là quand vous l'avez eu? C'est là aussi une déformation. Beaucoup ont pensé que j'étais allé à Accra, c'est archi faux. Moi, je n'étais pas à Accra. Bon. Et parce que je suis porte-parole d'un mouvement qui est le mouvement Espérance pour le Togo, mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Mais à Accra, c'était la conférence des évêques du Togo, la hiérarchie des églises évangéliques, presbytériennes et méthodistes, ainsi que une représentation de la communauté musulmane. Donc voilà. Vos collègues y étaient, donc... non, mon église, si vous voulez, mon église a été représentée par 2 évêques, à savoir Monseigneur Laonou et Monseigneur Nicodème. Oui. Je ne peux pas parler à leur place, mais je sais que la conférence des évêques a dit clairement son intention. Et cette intention a été relayée par l'église presbytérienne, évangélique presbytérienne, méthodiste et pas les cadres musulmans. Les imams même ont eu à dire ça. Nous avons eu à le dire. Les autres organisations de la société civile aussi, comme le groupe des 7, nous avons tous eu à rendre public
le désir profond du peuple qui consiste à faire d'abord des réformes, à aller ensuite aux élections pour que les résultats soient vraiment la vérité des urnes qui va départager les acteurs politiques. Mais le pouvoir en place n'a pas voulu. Bon. Ils ont choisi une autre méthodologie. Il y a eu une autre méthodologie. Et aujourd'hui, beaucoup de Togolais parlent de députés nommés et non de députés élus. Et il y a un problème de légitimité qui se pose, même si la légalité est là. Vous savez, quand je veux passer et que le feu est vert, légalement, je peux passer. Mais s'il y a un enfant qui traversait la route, parce que légalement, je peux passer, je l'écrase. Je pense que la légalité n'est que la systématisation du bon sens. Mais les députés d'aujourd'hui ne peuvent pas dire véritablement, devant leur conscience, devant Dieu, qu'ils ont la fierté d'être plébiscités par leur population. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment le ministre Agbeyome qui était furieux contre les journalistes et en disant mais ne m'obligez pas à parler ainsi de suite. Et moi j'ai écouté en privé des gens qui ont participé aux élections, qui ont dit ben écoutez, par endroit, c'est bourrage d'une. Le taux de participation, là, c'est inventé. Dans tous les cas, ça doit être comme ça. C'est une démarche politique. Accepter ça comme ça. Moi, des gens qui ont participé. Et ces gens ont dit, écoutez, le taux de participation, nous-mêmes qui participé, nous pensons que le maximum doit être 15%. Ces gens existent. Je ne vais pas les nommer ici. Mais si vous voulez un jour, il faut qu'on les invite. La difficulté, c'est que, excusez-moi, on ment beaucoup au peuple et on prend le peuple togolais comme un peuple de gens simplement dociles et pratiquement imbéciles et qui ne pensent pas à son avenir. C'est archi faux. Le peuple pense à son avenir et voilà pourquoi le peuple n'est pas entré dans une stratégie d'affrontement. Imaginez que tout ce que les gens ont concocté, nous on n'a pas appelé au calme, d'autres n'ont pas appelé au calme et qu'il y avait affrontement. Djeritama aura le temps de vous répondre tout à l'heure. Vous savez très bien que je reprendrai. Si se sent fier dans la peau d'un député élu ou non. Monsieur Cavallo, pourquoi l'opposition s'est sentie flouée? Est-ce qu'elle n'a pas quelque part raison? Parce que les discussions de couloir qu'on entend parfois, on a l'impression que les facilitateurs disent une chose à l'opposition et au pouvoir autre chose. Bon, avant que je ne revienne à votre question si pertinente dont vous venez de me poser tout à l'heure, je voudrais revenir sur les réformes. Oui. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles dont fait l'objet du débat politique du Togo, il faut le reconnaître que ces réformes devaient se passer à la Chambre parlementaire. Tout le monde le sait que l'Assemblée nationale togolaise est arrivée à terme de son mandat. Et lorsqu'il était question de faire ces réformes, le RPT, l'UNIR seul ne pouvait pas avoir le quorum pour pouvoir faire ces réformes. Il fallait les 4/5 des députés pour faire ces réformes. Et là maintenant, l'UNIR était obligé de solliciter l'appui des autres partis politiques de l'opposition pour venir s'ajouter et faire le travail de réforme et de modification des lois phares. Alors, si aujourd'hui, UNIR, dans sa composition, tend la main à l'opposition de venir s'associer à nous pour faire les réformes et que ces partis de l'opposition refusent, je pense qu'elle n'a pas la capacitation de faire ça seule. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, tous les paramètres ont été pris en compte dans la feuille de route. C'est pourquoi nécessairement, comme le mandat des parlementaires est arrivé à son terme, il fallait organiser une nouvelle élection. Tout ça, sachant que l'élection des députés que nous allons mettre à la date du 20 décembre doit conjuguer, doit nous amener à faire des réformes. C'est en ce moment que l'opposition devait dans son entièreté participer à ces élections parce que ces réformes doivent se faire à leur présence aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un faux problème? Parce que non, c'est pas un faux problème. Si l'Assemblée n'a pas pu régler le problème, non. Si l'opposition avait participé à ces élections, ça aurait donné une configuration. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un faux problème. Monsieur Boko, ce n'est pas un faux problème. Pourquoi la nouvelle Assemblée aurait pu faire les réformes alors que l'ancienne a échoué? Non, elle pourrait faire les nouvelles réformes exigées par la crise. Et le problème, c'est quoi? C'est un problème de quota. Ce problème de quota aujourd'hui, comme nous sommes arrivés au mandat des députés,
et que vous n'acceptez plus aller avec nous pour faire les réformes, donc ce qui est sûr, on va renouveler la classe politique, le Parlement. Donc, sachant que l'opposition doit y participer, et lorsque l'opposition avait sous ses bras également les revendications fortes qui ont été posées, l'article 59, 60 et 100, de la Constitution de 1992, je pense que dans la nouvelle chambre parlementaire, on devait faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent avoir de l'eau dans leur vin pour qu'ils puissent aller aux réformes. Parce que si vous le refusez, comme vous l'avez toujours fait, vous ne faites que donner de l'aubaine aux partis au pouvoir. Parce que ça devait y avoir cette réforme depuis 2014. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre la démonstration? Parce que si l'Assemblée actuelle n'arrive pas à faire les réformes, ce n'est pas dit que s'il y a élection, après les élections, les réformes seront automatiques. Puisque les réformes seront automatiques, parce que nous avons des facilitateurs qui sont cheveux de la classe politique aujourd'hui. C'est la feuille de route. Les facilitateurs existent avant les élections. C'est la feuille de route qui a été exigée et tout le monde était d'accord. Donc, il n'était pas question de dire qu'après les élections, qu'est-ce qui prouve qu'on pouvait aller à ces réformes? D'autant plus qu'aujourd'hui, c'était quand même ce qui a été recommandé par la CEDEAO et tout le monde était d'accord. Maintenant que vous êtes arrivé en termes de vos mandats, que vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas compris. On remet également les élections en jeu. Donc tout ce que vous êtes en train de parler, vous les politiciens et autres observateurs de la vie politique, il n'y en avait pas un jeu. Tout simplement, c'est une mauvaise volonté manifestée de certains acteurs politiques du Togo de faire en sorte que les gens n'aillent pas aux élections. Parce que si vous n'allez pas aux élections, dites-moi, c'est dans la rue que vous allez faire les réformes ou bien dans quelle institution républicaine du Togo vous allez faire les réformes, sachant tout de même que vous avez déjà une feuille de route qu'on vous a posée aujourd'hui. Et si vous parlez de la faiblesse de la feuille de route de la CEDEAO, je me dis que tous les acteurs politiques sont des cadres, ils ont lu les réformes ou bien les propositions faites par la CEDEAO. Lorsqu'on vous présente un draft d'un document, vous êtes quand même en mesure de dire avec certitude que ces points dont vous avez énumérés nous paraissent un peu plus confus. Et alors, vous avez indiqué la date butoir des élections, c'est le 20 décembre. Quelles sont les dates que vous préconisez pour les réformes? Donc l'opposition togolaise avait la chance de dire aux facilitateurs qu'il y a des manquements. À l'issue de ces manquements, donc vous allez essayer de refaire. Et moi, ce que je vais répondre à votre question, soit disant que vous avez comme l'impression que ce qui dit les facilitateurs à l'opposition, ce n'est pas les mêmes choses qu'on dit du côté au pouvoir. Ça, c'est archi faux. Parce que le problème est posé entre les deux parties. Donc les facilitateurs, tout ce qu'ils disent aujourd'hui, qui avait plus de préoccupations dans les recommandations, dans les revendications, c'est une position. Un seul exemple par exemple. J'ai entendu dire, quand les opposants sont rentrés de Conakry, que le facilitateur Alpha Condé a promis, a suggéré que la CENI soit présidée par un non-togolais. Ils n'ont jamais démenti, mais cette proposition est restée dans l'air. Moi, je ne donne qu'un exemple. Non, vous savez, la Guinée-Conakry de M. Alpha Condé, lors des élections qui l'ont porté au pouvoir, on avait eu un problème électoral au sein même de la CENI, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Conakry. Puisqu'il y avait un moment où il y avait une crise de confiance entre les acteurs de la CENI, ceux qui devaient diriger les élections. Comme au Togo, et c'est ce qui avait fait également, on avait fait la sollicitation du général Saka Sangaré, qui est le directeur général du fichier électoral du Mali, qui est d'ailleurs mon ami, qui est allé présider la CENI de la Guinée-Conakry. Oui. Mais en fait, est-ce que le Togo, qu'est-ce qui pose le problème au niveau de la CENI du Togo? Non, parce qu'il y a un problème. La question, c'est que le président Alpha Condé l'a suggéré aux opposants. Mais s'il a suggéré aux opposants qu'au niveau du débat, lui, il a proposé, il a donné une idée, mais le parti au pouvoir comme de l'opposition doivent se retrouver, voire examiner la proposition du facilitateur. Il l'a proposé, il n'a pas dit il faut faire ceci. C'est une proposition. Nous pouvons la prendre ou nous pouvons la rejeter. C'est une proposition, ce n'est pas forcément ce que dit Alpha Condé, que le Togolais ou les acteurs politiques de ce pays doivent embrasser. Et lorsque vous avez déjà une CENI qui a déjà fait les travaux, qui a déjà eu à mettre également le fichier électoral en marche et tout, moi je pensais que tout ce qui était vraiment les points de désaccord devait être corrigé. Surtout que si nous estimons dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le peuple togolais, c'est l'intérêt général
général du peuple togolais, on devait faire face à ce qui est de l'intérêt général du pays. Donc je ne crois jamais savoir que entre le discours politique qu'impriment également les facilitateurs et les acteurs politiques du Togo, il y a un déphasage. Évidemment, vous avez beaucoup de choses à dire. Bon, pas tant que ça. Je vous envoie une question supplémentaire. Est-ce que l'opposition, en choisissant la tactique... C14, la C14. Voilà, c'est mieux. Oui, la C14. d'aller seule en discussion avec le parti au pouvoir, est-ce qu'elle ne s'est pas tirée une balle dans les pattes? Parce qu'en élargissant un peu le panel de discussion, en y associant par exemple le père Afognon ou l'UFC de Guy Christ Olympio qui connaît... Pas le père Afognon, à la rigueur, le mouvement des forces vives espérances pour le Togo. Peut-être que les autres auraient plaidé d'une manière ou d'une autre, parce que se retrouvant seul face à face avec le parti au pouvoir, est-ce que ça n'a pas été un risque très grand pour l'opposition? Écoutez, vous savez, moi je suis rentré en politique en 2012. J'ai été membre fondateur de la coalition Arc-en-Ciel, j'ai été membre fondateur de CAP 2015. Et à un moment, j'ai compris, j'ai estimé que quand on a 38, 39 ans, on rentre en politique et on dit on veut faire la politique autrement, qu'il faut se tracer sa voie. Tout à fait. J'ai été aux élections législatives en 2013. J'étais candidat à Lomé avec 9000 voix. J'ai été aux élections présidentielles, je n'étais pas le dernier, avec notre approche. Et quand la crise éclate donc en 2007, on dit tous ceux qui ne sont pas la C14 n'ont pas le droit de citer, n'ont pas le droit de parler. Bon, au départ, et c'est parfois assez gênant, que ce soit le pouvoir, le parti au pouvoir qui nous reconnaissent une légitimité de parler et que ce soit nos amis d'hier qui disent non, ben écoutez, il n'y a que nous seuls sous le prétexte que c'est nous qui avons fait sortir les gens dans la rue. Et parfois, je me suis un peu gêné parce que quand j'écoute le père Afognon, je reviendrai sur ses propos tout à l'heure, ben, en réalité, je pense qu'on devrait plutôt être dans une C15 en ajoutant leur mouvement parce que c'est plutôt en représentant la C14 que j'entends. Pas du tout. Non, si, mais je reviendrai là-dessus. Donc, en réalité, c'est que sans qu'on n'ait jamais, depuis 2012, on est rentré en politique, nous n'avons jamais appelé ni à soutenir le parti UNIR. Nous n'avons jamais, lors d'aucune élection, lors d'aucune situation, dit que le problème togolais n'était pas issu de la prédation du pouvoir par le parti au pouvoir. Mais sous le prétexte que nous ne sommes pas avec un mouvement, on a dit non. Vous prenez le parti UFC qui, lors des élections législatives de 2013, a fait 8% d'électorat. 8% d'électorat. On dit, vous n'êtes pas avec nous, donc on n'a pas le droit. Vous prenez la société civile. Je trouve qu'elle travaille dans des conditions très difficiles. On a dit, non, la société civile, non, on n'a pas le droit de venir parce que c'est nous seuls qui avons. C'était à l'époque que nous avons déploré. Que pourquoi est-ce que la société civile qui a payé un lourd tribut sur l'autel des libertés dans le pays, pourquoi on ne l'associe pas? Pourquoi des formations politiques comme la nôtre, comme celle de l'UFC, qui participent à l'animation de la vie politique dans notre pays, pourquoi on ne l'y associe pas? Mais on a dit, bon, écoutez, si ça va aider le pays à avancer, tant mieux. Pour nous, on pense qu'il aurait peut-être été plus intéressant d'associer plusieurs forces politiques, la société civile, les religieux, d'autres acteurs politiques, et en ce moment, on ne serait pas dans une approche heurtée. Parce qu'en réalité, c'est que dès que ça bloque, ça bloque. Et c'est ce qu'on a vu lors des approches avec le Nana Akufo. Quand il arrive, il prend ça, ça ne marche pas, il prend ça, chacun sur sa position, et c'est à partir de là que nous sommes arrivés là où nous en sommes. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, j'aimerais quand même préciser une chose. Je ne suis pas un député moitié. Je suis fier d'être député. J'ai été depuis le 27 juillet, lors du congrès du net, j'ai dit, nous allons participer aux élections législatives parce que ça participe à l'action, la vie politique d'un pays. Je le répète encore, à aucun moment, je n'ai estimé que les problèmes du pays n'étaient pas le sort de ceux qui gouvernent le pays. Je veux la tendance. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Quand je suis né, il y avait Gnassingbé au pouvoir, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre. Peut-être l'un d'entre vous, peut-être moi. Mais après, on a des approches différentes. Tout à fait. Et donc, du coup, je ne me considère pas comme un député nommé. Je suis un peu gêné quand je vous entends parce que vous avez commencé une chose qui était intéressante. Vous avez dit nous sommes dans un pays où les hommes politiques d'un côté veulent garder le pouvoir et de l'autre veulent absolument venir au pouvoir. C'est notre lecture à nous aussi. C'est pour ça que nous ne sommes pas avec les autres. Parce que nous considérons qu'au-delà des questions thématiques qui concernent le social, qui concerne l'intérêt supérieur de la nation. Je reviens de l'intérieur du pays. Vous savez, aujourd'hui, je suis obligé parfois d'acheter du solaire de ma poche parce que vous arrivez dans des endroits paumés. Les enfants n'ont rien pour pouvoir s'éclairer. Ça, c'est les sujets sur lesquels j'aimerais qu'on discute. Mais les histoires de députés nommés, honnêtement, vous êtes au-dessus de ça. Pourquoi je voulais dire? Vous sortez d'ici, vous allez à Tchévier, votre mouvement, personne ne le connaît.
vous allez à Nantian plus tard, personne ne vous connaît. Parce qu'en réalité, notre action politique se limite à Lomé et c'est regrettable. Moi, mon action n'est pas politique. Oui, mais votre action sociale se limite à Lomé et c'est regrettable. Moi, quand je reviens de l'intérieur du pays, quand les gens disent, ouais, il y a quoi, 15%, non, désolé, il y avait plus que ça. Peut-être qu'il n'y a pas 100% parce que je n'ai pas pu aller dans tous les bureaux de vote. Peut-être l'observateur va vous le dire. Mais quand on reste à Lomé et qu'on s'appuie sur... J'ai fait la sociologie. Et quand vous appuyez uniquement sur des données subjectives, vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble. C'est dommage. Parce que si vous dites qu'il y a des gens qui vous ont dit que avec le niveau de réflexion que vous avez, ce n'est pas le type de discours qu'il faut tenir. Oui, hypothèse numéro 1. Non, ce que je veux dire. Il y a quand même un parcours. Non, j'arrive. Je veux dire, il y a, par exemple, on parlait tout à l'heure du Congo. S'il y a des gens qui ont mis en place des plateformes de suivi et qui disent, sur ce que nous avons observé, voilà les éléments que nous avons, on peut toujours en parler. Moi, j'ai présenté des listes dans 13 localités. Sur l'ensemble des 13 localités, j'ai les chiffres que j'ai, mais ne serait-ce que sur l'ensemble des 13 localités, je ne peux pas aujourd'hui dire si le taux de participation qu'on nous donne est réel ou pas, parce que je ne peux pas m'appuyer que sur les observations de mes 13 localités. Mais aujourd'hui, le temps que j'en finisse, aujourd'hui nous avons quoi? Nous avons 91 députés, et ce qui est important, c'est de voir ce qu'ils vont faire demain. Si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, les 91 députés nous amènent les réformes constitutionnelles, ben nous tous allons applaudir. Aujourd'hui, moi, ce que je demande au parti au pouvoir, c'est de nous faire la décentralisation. On n'en parle pas. Oui, mais évidemment, on parle comme si le rôle de l'Assemblée nationale du Togo se limitait au vote des réformes constitutionnelles. Mon frère, il n'y a pas que ça. Attendez. Au fait, après, vous avez une émission qui est très suivie et nous avons obligation de faire la pédagogie. Oui. Quel est le rôle d'un député? C'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Vous prenez l'Assemblée nationale qui vient de sortir. En 5 ans, ils ont voté 117 lois, toutes venues uniquement du gouvernement. Aucune proposition de loi. Les quelques rares interpellations des membres du gouvernement ont été folkloriques. Les affaires aujourd'hui, les affaires dont on parle, corruption et tout ça, l'Assemblée nationale a la possibilité de créer des commissions d'enquête parlementaire. Vous en avez eu 0. Donc aujourd'hui, quand on nous dit, ah oui, la vérité des urnes pour l'Assemblée, mais ils ont foutu quoi durant 5 ans? Rien. Ayons le courage de le dire. Les gens, moi quand je vois aujourd'hui des jeunes en train de se battre pour dire qu'il faut qu'on organise des élections où les gens vont à l'Assemblée, ils ont foutu quoi? De l'opposition comme du pouvoir. Rien. Durant 5 ans, à la limite aujourd'hui, on peut dire même que notre Assemblée nationale ne sert à rien parce que c'est juste une caisse de résonance qui reçoit les textes du gouvernement. Même sur les propositions de loi. Les 2 propositions de loi que l'opposition parlementaire a fait, qui ont été rejetées, c'est quoi? C'est concernant les réformes constitutionnelles. Donc quand vous dites, on a l'impression que l'Assemblée nationale ne sert qu'à faire des réformes constitutionnelles, mais l'Assemblée nationale qui est sortie, au niveau de l'opposition, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de proposer des lois sur les réformes constitutionnelles. Aujourd'hui, nous parlons de l'assurance maladie universelle. Qui en parle? Personne. Aujourd'hui, nous parlons sur un sujet qui est très important. On en parlera tout à l'heure. Des sujets sociaux, mais pour finir, il y a un dernier élément. Oui. Quand la C14 accepte que le texte de l'expert soit voté en l'état, quand vous prenez ce texte-là, il n'a aucune incidence sur les élections législatives. Vous prenez les 3 articles que l'expert, on dit finalement on veut bien que l'article de l'expert passe, ça n'a absolument aucune incidence sur les élections législatives. Donc tout ça là c'est du folklore. Excusez-moi. Les éléments du texte de l'expert n'ont absolument aucune incidence sur les élections législatives. Donc ça veut dire qu'on les vote avant ou après, il n'y a pas d'incidence sur les élections législatives. J'avais une question à vous poser, en lien avec le reproche que le grand-père vous faisait, notamment ce qui concerne la polémique autour de la circonscription de Bassa, où il se dit qu'un de vos députés aurait été mal élu. On en reparlera dans la seconde partie de cette émission, juste après cette pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.